Les marques de parfum Estelle Khan s'imposent de plus en plus au sein de la diaspora ivoirienne, voire en Côte d'Ivoire. La créatrice est une jeune ivoirienne du nom de Estelle Serigba. Elle nous fait l'honneur de nous recevoir dans ses bureaux dans le 78, histoire de nous faire partager son récit de vie et surtout partager avec nous cette passion pour les parfums, pour les senteurs, comment elle est arrivée à créer cette marque. Elle est parfumeuse. Elle est même allée à l'école pour ça, pour parler de manière prosaïque. Mais avant tout, on va s'intéresser à son récit de vie, à son parcours. Bonjour Estelle. Bonjour Monsieur Guillaume. Comment vas-tu? Je vais bien, merci beaucoup. Super. Parfumeuse, c'est rare qu'on voit ça au sein de notre communauté, non? Bon, je sais pas, mais moi c'est un choix et c'est une passion. C'est venu comment, juste on te demandé? Alors moi, depuis toute petite, je suis arrivée en France à l'âge de 10 ans. Et il y a 3 saisons en France que j'aime beaucoup. L'hiver, le printemps et l'été. Et ma préférée, c'est le printemps. J'étais vraiment curieuse de savoir pourquoi, à cette période clé, poussaient des fleurs. Et quand on était petite, on jouait dans les parcs. Et souvent, je coupais des roses, des fleurs, et j'essayais de sentir, je voulais savoir qu'est-ce que c'était. En grandissant, il y a une émission sur la, si je me rappelle bien, je crois que c'est sur la 2 ou sur la 3, qui s'appelait C'est pas sorcier. Oui. Et là, un jour, on nous a montré comment on fabriquait le parfum. Et c'est là que le déclic vient? Le déclic est venu de là. Donc, je me suis dit, mais je suis tout le temps dans les parcs en train de savoir qu'est-ce que ça peut faire, pourquoi c'est comme... En fait, toutes mes questions, C'est pas sorcier a répondu à ça. Et c'est comme ça a commencé. Je fais un peu le parallèle très souvent avec les artistes qui disent oui, je suis né avec ce talent ou bien je l'ai hérité de mes parents. Et toi, toute petite, tu t'intéressais aux fleurs, au langage des fleurs, au point où tu allais jusqu'à te performer et devenir aujourd'hui parfumeuse. On va en parler en long en large le temps de cette interview, mais on va s'intéresser à ton parcours de vie. C'est le principe de l'émission, on est là pour faire partager les récits de vie. J'aime à le dire, nous sommes tous le fruit de nos épreuves et de nos expériences. Et pour comprendre un peu le parcours d'une personne, il faut aller là où la personne a commencé, quoi. Estelle Khan est née où, est grandie où? Et c'est vrai, tu l'as dit tout à l'heure, tu es venue en France à 10 ans. Mais avant les 10 ans, comment s'est passée cette petite enfance en Côte d'Ivoire? Alors, Estelle Khan, à l'état civil, c'est Serigba Estelle. Donc, je suis née en Côte d'Ivoire. Et je suis venue en France à l'âge de 10 ans, par le bien de ma mère. Voilà. Donc, c'est une jeune fille depuis le bas âge qui a été très très courageuse. Parce que ma mère me laissait, j'avais 2 ans, pour venir à l'aventure. J'étais avec ma grand-mère et mon grand-père. Donc, j'appelais mon grand-père papa, ma grand-mère maman. Et quelques années après, ma grand-mère me disait que je devais voyager. Je me dis, mais je voyage, je vais où? Elle m'a dit, tu vas voir où tu vas aller. Elle m'a dit, tu vas aller en France. Bon, je ne savais pas c'était quoi la France. Donc déjà, toute petite, toute jeune, ma grand-mère était commerçante. Je partais déjà à l'école là-bas et après l'école, je soutenais ma grand-mère dans tout ce qu'elle faisait. Elle vendait tout ce qui était du lait devant les écoles, du jus, des choses comme ça. Et auprès de ma grand-mère, j'ai appris l'entrepreneuriat. Et à l'âge de 10 ans, j'ai ma tante. Je ne cesserai jamais de dire son nom. Cette femme, elle s'appelle Isabelle Djeba. Cette femme-là, depuis mon enfance, elle est restée dans mon cerveau. Donc, elle est arrivée de Paris. Et elle m'a prise la main au milieu de mes amis. Et puis, elle m'a dit, viens. Donc, je lui ai demandé, mais tata, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, viens, je vais te parler. Elle me prend, elle me dit, va chercher tes chaussures. Je prends mes chaussures et puis elle me dit, on monte dans la voiture, on s'en va chez ma tante à l'époque qui habite au Remblin, parce qu'on était dans la grande cour de Trècheville, nous on vient de Trècheville. Et elle me met dans la voiture et puis on s'en va chez ma tante qui habite au Remblin, tata Christine qui est sa grande sœur. Donc arrivé là-bas, on me fait les cheveux, on me rend belle et puis on me dit, bah, ce soir tu vas à Paris. J'ai dit, ah bon, mais comment je vais aller à Paris? Elle m'a dit, il y a une dame qui va venir te chercher. Tu t'appelles tant et tant et tant et tant. Cette dame va te mettre dans l'avion. Et quand tu vas arriver le matin, ta maman vient te chercher.
J'ai dit, mais je ne connais pas ma maman, je ne sais pas. Ma maman, elle est restée à Treichville. Elle me dit, non, c'est ta grand-mère, c'est pas ta maman. J'ai dit, ok, d'accord. Donc, elle me montre les photos de ma mère biologique, de ma vraie mère. Elle me montre les photos et elle me dit comment elle s'appelle, comment elle sera habillée et comment l'avion... elle m'explique un peu tout le parcours. Tout le process, ouais. Tout le process. Et là, j'ai dit, ok. À 10 ans, je devais retenir tellement de choses. Et j'ai fait mon effort, j'ai retenu tout ça. Et Tata Isabelle me prend la main. Oui, donc elle me dit que tu as ton oncle qui t'attend à l'aéroport. Je ne sais pas ce que c'était l'aéroport. Donc arrivé là-bas sur place, je vois mon oncle que j'ai l'habitude de voir dans la cour, qui me dit, voilà ton sac, tu dois partir. J'ai dit, ok, mais je pars toute seule encore. Je répète encore la même chose, je pars toute seule, on me dit oui. Et à un moment, il y a une hôtesse qui vient me chercher, qui me prend la main, qui va m'installer. Et toute seule, j'étais avec mon petit sac en pagne à l'époque, je me souviens. Et je me suis installée, j'attendais. L'heure du départ, ils m'ont installée. J'ai dormi dans le vol, hein, parce que je ne savais pas c'était quoi un vol. À 10 ans, tu voyages toute seule. Donc du coup, je suis arrivée le matin. Et l'hôtesse m'a conduit jusqu'à la sortie. Elle m'a dit, ta maman vient te chercher. Bon, j'ai dit ok. Donc à la sortie, je suis debout, j'attends une femme qui s'appelle ma maman. Elle s'appelle Taou Adeline. Donc j'attends. Je regarde à gauche, à droite, je vois personne. Je suis là. Je vois une dame qui est devant moi. Et là, je me suis souvenu de ce que ma tante m'avait dit, qu'elle était habillée de telle manière et tout ça. Et c'est là que je l'ai vue. Je l'ai approchée. Et je lui ai dit, bonjour madame, c'est moi Estelle. Tout de suite, elle a fondu en larmes. Elle a commencé à pleurer. Parce qu'elle ne m'avait pas vue depuis l'âge de 2 ans. Ouais. Et un récit qui te ramène tout de même plus de 20 ans en arrière. Ouais. Parce que tu avais 10 ans, c'est que là tu es dans la trentaine. J'ai 36 ans. 36 ans. À 36 ans, lorsqu'on relate un tel vécu, qu'est-ce que ça éveille comme souvenir? Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Parce que là, j'ai failli pleurer, là. Tu visualises au fait l'image où toute petite tu arrives comme ça à l'aéroport. À l'aéroport. 8 ans après, tu retrouves ta mère. Pour la première fois, je vois ma mère. Et beaucoup d'émotions, oui, beaucoup d'émotions. C'est clair. Et là, l'insertion, l'intégration dans la vie française va commencer pour toi? Tout à fait. Tu commences à aller à l'école certainement. Comment ça se passe le cursus scolaire? Alors, quand on est rentré à la maison, bien sûr, elle habitait dans le 14e avec sa grande sœur. Moi, je ne devais pas rester là pour aller à l'école. Donc, je devais retrouver mon papa à Paris. Celui qui m'a reconnu, celui qui a pris soin de moi aussi depuis le début. Et parce que moi, je n'ai pas connu mon vrai père. Voilà. Depuis ma naissance, je ne sais pas qui est mon père. Avec le temps, ils m'ont parlé de mon père, mais bon, ça m'a plus intéressé. Donc, celui qui m'a reconnu comme papa, je devais aller chez lui, je devais aller vivre chez lui, donc il vit à Orléans. Donc, M. Cériba Vincent. Donc, j'ai fait une semaine avec maman, le temps de passer un peu de temps en famille et tout ça. Et j'ai été inscrite à Orléans pour la première fois. Donc j'ai été inscrite directement en classe de 6e. Voilà. Normalement, je devais faire la primaire, mais l'année était déjà terminée. Donc j'ai fait les cours de rattrapage à la mairie. Et à la rentrée de septembre, je me souviens, je suis rentrée en classe de 6e. J'étais au collège Alain Fournier. Ok. Où tu restes jusqu'en quelle classe? Alors, je reste à Orléans avec papa de la 6e jusqu'à la 4e. La 6e jusqu'à la 4e. Et à la 4e, maman, elle déménage, elle trouve un endroit à Paris, dans le 17e. Donc, je viens faire ma 3e au collège, comment ça s'appelle dans le 17e? Le lycée-collège Honoré de Balzac, qui est à Port de Clichy. Voilà, donc après la 3e, j'ai fait un choix pour faire un BEP secrétariat. Parce qu'en ce moment, je ne savais pas trop quoi faire. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas aller dans le médical, en fait. Donc j'avais choisi un BEP secrétariat et j'ai été affectée dans le 19e au lycée Armand Carrel. Pour détendre un peu l'atmosphère, quand on vient à 10 ans en France,
je ne sais pas, c'est vous qu'on appelle très souvent les wesh, je crois, au moins, pour arracher un petit sourire, parce que j'ai vu que là, il y avait trop d'émotions. Comment est-ce qu'on grandit quand on est wesh? C'est vrai que là, tu as grandi à Orléans, après dans le 17e. Ouais. Une wesh, le prototype de la vraie wesh, elle grandit comment? Alors, bon, moi, je dirais pas wesh, mais je dirais, très souvent, on nous appelle les enfants de cité. Mais moi, j'ai eu la chance de grandir à Paris. Mais à Paris, la plupart de mes amis venaient de Saint-Ouen. Saint-Ouen, c'était des cités. Donc, le prototype des wesh, c'est tout simple. Au fait, les jeunes filles, on s'habille basket, jogging. Et les garçons, pareil. On a notre délire à nous, on a nos milieux à nous, qu'on aime bien fréquenter. Mais moi, très tôt, j'ai choisi mon chemin. Très tôt, je savais déjà ce que je voulais. Quand tu dis, vous avez votre délire à vous, c'est quoi les délires des jeunes filles de cet âge et de cet univers existentiel, c'est quoi vos délires? Alors, nos délires, c'est quoi? C'est fumer, moi je fume pas. Se doper ou bien, je sais pas, les shit et tout ça, rester dans la cité, faire tout ce que vous voyez à la télé. Mais bon, pas forcément, tout le monde fait pas ça, mais je veux dire que des filles de cité ou des jeunes gens, on aimait beaucoup, en tout cas nous on aimait beaucoup se balader du côté Châtelet, aller faire les bagarres en troupe, les choses comme ça. Mais moi très vite j'ai choisi mon chemin. J'ai choisi mon chemin, je ne voulais pas rester en cité, je ne voulais pas être une fille de cité, je ne voulais pas ressembler à... En fait je ne voulais pas avoir cette étiquette au fait sur moi. Du coup non. Comment on fait? Ça se passe, c'est dans le mental ça se passe, ou comment on fait pour pouvoir se soustraire de toutes ces influences-là et se tracer une voie, on va dire, normale, en griffe? C'est tout simple, c'est un vécu. Parce que quand tu sais d'où tu viens, derrière moi, j'ai laissé l'amour de ma vie, qui est ma grand-mère et mon grand-père. Et quand je suis arrivée, le premier jour, quand ils m'ont appelé, ils m'ont dit, on compte sur toi, en guéret. Parce que moi, j'arrive encore à parler guéret. Ils m'ont dit qu'on compte sur toi, que tu es notre Dieu. Donc, étant ce petit Dieu, je m'empêchais de faire beaucoup de bêtises, au fait. Je me dis, je dois réussir pour ma grand-mère et pour mon grand-père. Du coup, j'ai choisi mon chemin très tôt. Les personnes qui me connaissent, les personnes qui m'ont vu étant jeune, peuvent en témoigner. Je suis très différente de beaucoup de gens. Voilà, donc au lieu d'aller me balader peut-être à Châtelet, ou aller suivre les amis pour aller faire les bagarres entre collèges, entre lycées et tout ça. Moi, je partais sur les Champs-Élysées. Je partais sur les Champs-Élysées, je me baladais, je regardais les grands magasins, je regardais les touristes, je regardais la vie, je regardais beaucoup de choses, en fait. En fait, tu avais tes fréquentations à toi, qui reflétaient quelque part tes ambitions, tes rêves. Mes rêves. Donc, du coup, je me suis retirée très vite de mes amis de l'école. Très vite. Quand je suis arrivée au lycée, j'ai commencé à faire des petits boulots comme garder les enfants après l'école à partir de 16 h. Donc, je gardais les enfants, je gagnais à l'époque en francs. Non, on n'était plus en francs. Là, je gagnais peut-être 100 € ou 150 €. Et je préférais aller boire un verre sur les champs. C'était un peu choquant quand même pour les membres de la famille qui ont pensé que je me prostituais. Mais au fait, moi, j'avais compris au fait quelque chose. Quand tu veux quelque chose, va où se trouve ton bonheur. Voilà, j'ai une mamie qui me disait toujours, quand tu arrives sur un arbre, mange le fruit de l'arbre. Ne quitte pas l'avocatier pour aller manger la mangue. Donc moi, pour moi, la réussite se trouvait chez l'homme blanc. Voilà, et pour moi, la réussite, c'est les Champs-Élysées. À l'époque, je me disais, c'est la plus belle ville de Paris, tout se passe là-bas, c'est là-bas tous les stars passent. Comme si tu veux voir Michael Jackson, va sur les champs. À l'époque, moi, j'aimais bien Jennifer Lopez, j'aimais bien Ja Rule. Tous mes artistes que moi j'aimais passent là-bas. Donc, qu'est-ce que je vais aller faire à Châtelet ou bien faire les bagarres en troupe? Je préfère aller regarder. Vu que tu en parles, tu as eu la chance de rencontrer quelques célébrités lors de tes balades sur les champs, à cette époque-là? Oui, à cette époque, souvent quand il y avait la Fashion Week, j'ai rencontré, à l'époque, j'avais rencontré Usher. Ok. Qu'on aimait bien, c'était ma génération. J'ai rencontré aussi Lara Fabian à l'époque. Et aussi, j'avais rencontré la Miss, elle s'appelle Sonia la Black. Sonia Rolland? Sonia Rolland, voilà. Ok. C'est clair que là, par rapport à ce que tu es en train de dire, ça m'amène à faire une réflexion. On dit très souvent pour s'intégrer
c'est un débat hein, quelque part. On s'est dit, bon, c'est mieux d'aller dans le milieu européen. Ça permet d'avoir de bons contacts et pouvoir se positionner. Donc, ça a été toi, ta manière de voir la vie, de te positionner quelque part, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. C'est pas forcément l'homme blanc, en fait, c'est l'intégration. C'est l'intégration, il faut s'intégrer quand on arrive quelque part. Il faut comprendre le fonctionnement du bon citoyen de ce pays. Il faut aussi apprendre leur culture. Parce que quand on parle de parfum, on parle de Grasse. Grasse, c'est où? C'est la France. Non, t'inquiète. Voilà. Je sais que tu as hâte de parler de ta passion. Je suis pressée. Les parfums Estelle Kahn, on va en parler. Je t'ai dit tout à l'heure, ça va faire au moins 3/4 d'heure qu'on va en parler, ou bien une demi-heure, on va consacrer cela au parfum Estelle Kahn. Mais là, on est en train de s'intéresser à des thématiques qui peuvent intéresser des personnes, de savoir que c'est une jeune dame qui est arrivée au lieu de rester dans la communauté, mais elle a voulu s'intégrer en allant vers d'autres milieux. Et cela lui a permis de pouvoir se positionner là où elle est aujourd'hui. On est très heureux, on est très fiers de ton positionnement. Être parfumeuse ivoirienne, je le répète encore, c'est pas légion. Et toi, tu es dans ce secteur, tu es dans ce segment. On est très fiers. On va s'intéresser davantage à ton parcours. Du coup, tu arrives, tu fréquentes des milieux comme les Champs-Élysées, tu vas dans les milieux européens. Quelles sont les belles rencontres que tu fais dans ces milieux? Ma plus belle rencontre, ça a été une jeune fille, au fait, que j'ai rencontrée. J'étais en train de boire un verre et elle aussi, elle était en train de boire son verre. Et on était toutes les deux seules dans l'endroit et on a commencé à échanger. Elle me demandait qu'est-ce que j'aimais faire dans la vie. Je lui disais que moi j'aimais beaucoup voyager, j'aime tout ce qui est luxe, j'aime tout ce qui est senteur. Donc très souvent quand je viens, je me mets devant la parfumerie Chanel ou bien je vais du côté de Louis Vuitton, du côté des parfums. Donc en fait, je viens faire la lèche vitrine quoi, en gros. Donc elle aussi, elle est un peu comme moi, elle est passionnée, elle aimait aussi voyager et tout ça. Et à cette époque, on s'est liés d'amitié. Et elle m'a invité à une soirée un jour, une soirée privée VIP. Et c'est comme ça que j'ai découvert le monde de la nuit des VIP françaises. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la nuit VIP française? On est curieux de le savoir. Oui, on retrouve des grands couturiers, on retrouve des artistes, on retrouve des jeunes filles, des mannequins. En fait, la vie que j'ai toujours rêvée, quoi. On retrouve des stars, des gens, des entrepreneurs, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des gens qui sont déjà à un autre niveau de vie. Et à mon jeune âge, j'avais quel âge? J'avais déjà 21 ans, 22 ans. J'étais déjà rêveuse, je me voyais déjà comme eux. Je me disais, mais waouh, le jour que je serai comme toi. Je voyais déjà même des parfumeurs de niche. Je voyais aussi des jeunes stylistes et tout ça, des footballeurs à l'époque aussi. Et j'ai commencé à moi-même me faire des contacts via cette personne. Et j'ai commencé à aller dans des soirées privées, dans des lieux où j'avais le droit de rentrer par rapport à telle personne. Voilà. Donc en gros, si tu veux, je suis rentrée dans le réseau. Ces rencontres ont forcément, on va dire, attisé davantage cette passion que tu as pour le parfum, que tu as tué pour le parfum. Mais le temps d'ouvrir ce champ d'échange autour du parfum, lorsque tu fais ton cursus scolaire, que tu fais la formation en secrétariat, après tu travailles en tant que secrétaire ou comment ça se passe, ton insertion professionnelle? Alors moi, après mon parcours, j'ai pas travaillé en tant que secrétaire médical. Parce que arrivé au moment, c'était pas ça. C'était pas ça. Donc j'ai commencé en tant que serveuse sur les bateaux parisiens. Et dans mes soirées, comme on en parlait tout à l'heure, j'ai fait une rencontre. Et cette rencontre-là m'a permis de connaître l'Asie. Donc c'était la Chine. Mon premier voyage, on était en 2011, où je rencontre une personne, un monsieur qui devient mon chéri. Il m'invite à Hong Kong, parce qu'il est dans le monde des affaires. Il m'invite à Hong Kong et il y avait un séminaire et c'était une marque de parfum qui faisait son lancement et sa présentation à Hong Kong. Donc je participe à ce séminaire et à partir de là, je me suis dit, Estelle, c'est le moment. Donc ma première question, c'était de savoir comment on fait le parfum. Comment on commence, parce que le créateur était là, il y avait toute l'équipe, il y avait tout. Et je me suis rapprochée moi-même. Parce que j'ai une chance, c'est que je suis audacieuse. Voilà, je suis quelqu'un qui
qui fonce au fait. Quand je veux quelque chose, je vais chercher. Je n'attends pas qu'on vienne me donner. Donc, je me rapproche dans la soirée. Après le lancement, il y a un cocktail, bien sûr. Et pendant le cocktail, je me rapproche de ce parfumeur à l'époque. Je ne citerai pas le nom. Je me rapproche et puis je pose des questions. Je dis, mais écoute, tu es d'où à Paris? On m'a raconté un peu, mais les parfums sont fabriqués où? Il me dit la ville. Je lui dis, mais comment ça se fait? J'ai posé mes questions et tout ça. Et j'ai pris la carte de visite. Et après ce séminaire, nous, on a continué à Pékin. On a continué à Pékin où l'homme avec qui j'étais était dans le textile. Donc il est entre Dakar et la Guinée et la Côte d'Ivoire. Donc du coup, il m'a dit, qu'est-ce que tu aimerais faire dans la vie? J'ai dit, je vais entreprendre, je vais faire des affaires. Parce que quand j'étais petite, ma grand-mère m'avait déjà appris à vendre, à garder de l'argent, à multiplier l'argent. Parce que quand on vendait, elle me disait, si on gagnait un plus, on garde le plus et ce qui reste, on va réinvestir et tout ça. Donc dans mon patois, au fait, donc c'est resté. Donc il me dit, alors, moi, comme je suis dans le textile, qu'est-ce que je peux faire? Vu que je travaille avec des usines déjà, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai dit, ce que tu peux faire pour moi, c'est laisse-moi le temps, je vais aller regarder ce qui marche, ce qui est tendance en ce moment en France dans tout ce qui est textile, et on pourra reproduire ça pour que je parte à Paris pour aller revendre. Donc je reviens à Paris, je crée ma société auto-entrepreneur à l'époque, et je vais à la mairie, je demande à vendre sur les marchés parisiens. Donc, sur les marchés, qu'est-ce que je fais? J'arrive, par exemple, sur le marché de Bondy et je demande vous savez, il y a les Pakistanais, il y a plein de vendeurs. Et je vais leur demander, je dis, écoutez, moi, je vais en Chine, je connais la Chine, je peux aller chercher tel nombre de textiles et je peux venir vous revendre. Et comme ça, je me suis créé au moins 5-6 contacts qui me passent des commandes, des choses tendances. Et moi-même, je vais sur la Chine, je fais produire et je ramène. Et moi-même, souvent, j'avais des places que je payais. À l'époque, marché de Bondy, je payais 20 € la place. Et j'ai installé mes stands. Et je prenais mon petit frère, à l'époque, il avait 17 ans, Daniel. Je le prenais pour qu'il reste avec moi pour vendre quand j'ai fini de faire ma livraison et tout ça. Voilà, donc j'ai commencé en tant qu'auto-entrepreneur dans le textile. Voilà. En tout cas, vous l'avez remarqué, on a en face de nous une entrepreneure en puissance. Et lorsqu'elle parle de son parcours professionnel, de pas mal d'expérience, avec tellement de détachement, tellement de modestie qu'on l'écoute voilà, avec beaucoup d'émotion. Mais je note que le point de départ par rapport à la parfumerie, c'est ce voyage en Asie. Ah ouais, à Hong Kong, oui. Tout à fait. Et lorsque tu viens de ce voyage, au-delà de ce que tu te sois lancé dans le commerce des textiles et autres, cette passion te rattrape. Et c'est à quel moment tu fais le grand saut? Là, on est dans le chapitre maintenant qui te passionne, dont tu as envie de parler. Et ça commence comment tout ça? Alors, donc je me suis lancée dans le textile, mais je n'ai pas abandonné parce que j'avais la carte de visite. Et j'ai rappelé ce parfumeur. Le parfumeur que tu avais rencontré en Asie, justement, que tu ne veux pas citer? Non, je vais citer. Ok. Donc je rappelle ce parfumeur et puis je me représente. Et puis il me dit, envoie-moi un email et puis explique-moi un peu ce que tu veux qu'on fasse. Donc je lui envoie un email et tout, je lui raconte un peu ce que j'aimerais. Dans le mail, c'est tout simple, hein. Je suis curieuse, je veux savoir d'une rose, comment on arrive à une huile essentielle. En fait, j'avais beaucoup de questions à poser, c'était vraiment, donc il m'a dit... Tu t'intéresses au champ sémantique, voilà, de tout ce qui est parfumerie, ouais. Ok. Donc du coup, il avait son atelier dans le 16e et il m'a dit de venir dans son atelier et on allait essayer, il allait me montrer un peu ce qu'il fait, on allait faire un petit truc ensemble. Donc je vais le voir et tout, et puis je vois son atelier. Quand j'arrive dans l'atelier, je vois des choses merveilleuses. Déjà quand tu rentres ensemble, ça sent tellement bon et tout ça. Donc il m'explique un peu, bon, par exemple ce petit truc là c'est une huile essentielle, ça s'appelle une pipette et tout, ça s'appelle ça s'appelle ça, donc il me raconte un peu tout. Et puis je lui demande, mais si je veux me former ou je veux faire des ateliers, comment je peux faire, je peux aller où? Et c'est là où il me sort le secret, il me dit les parfums sont fabriqués à Grasse. Donc à Grasse, c'est une ville française où est né tout ce qui est parfumerie.
Voilà, donc c'est la capitale. Grasse, c'est dans le sud de la France. C'est dans le sud, ouais, c'est non loin de Nice. La Côte d'Azur. C'est ça. Donc c'est la capitale. Saint-Laurent-du-Var, à côté, enfin. Tout à fait. Donc c'est la capitale mondiale du parfum. Et là, ils me confient à une maison de parfum là-bas pour que je puisse aller faire mes ateliers, pour que je puisse aller voir si éventuellement ils peuvent me trouver quelques petites formations. Puisque normalement, pour travailler dans la parfumerie, il y a plusieurs branches. Il y a un bac pro, il y a un BTS, il y a des masters. Il y a beaucoup de choses au fait. Donc dans la parfumerie, il y a beaucoup de branches. Donc pour les passionnés comme nous, en fait, on a des formations un peu pas comme les autres, en fait, voilà. Donc du coup, ils me donnent une adresse et là, c'est la première fois que j'arrive à Grasse, on est en 2015. Parfait. Je vous donne le tuto, hein. Là, on va rentrer dans le vif du sujet parce que, je le répète encore, elle est parfumeuse, elle a une marque de parfum. La marque de parfum, c'est Estelle Khan. C'est-à-dire pour devenir parfumeuse, elle est passée par une formation. La fabrication, tout le processus. Elle va vous donner tous les détails. Donc, du coup, tu arrives à Grasse. J'arrive à Grasse avec le contact qu'on me donne pour la première fois. Donc, en fait, c'est une usine de production qui fait des parfums pour plusieurs marques, en fait, que tout le monde connaît. Et là, j'arrive, il me confie à Sophie. Sophie, c'est celle qui s'occupe de tous les passionnés, parce qu'ils avaient un atelier. Donc je suis arrivée, Sophie prend soin de moi, elle me montre un peu comment ils fabriquaient un parfum, comment eux ils travaillaient, tout ça. Et le lendemain, quand j'ai pris mon hôtel, le lendemain, il m'envoie pour la première fois dans un champ de parfum, donc dans un champ de roses. Donc c'est là où je comprends, pour commencer à faire un parfum, il faut la cueillette. Et il y a des saisons.